Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble comme chaque soir pour 2 heures de direct, 2 heures pour parler de votre vie avec ses joies et ses peines. Vous vous trouvez peut-être à un moment particulier de votre existence et vous avez besoin d'en parler, ou vous avez une décision importante à prendre et vous ne savez pas très bien dans quelle direction aller. Alors je vous invite à m'appeler au 39 21 pour tenter d'y voir plus clair. Vous y serez accueillis ce soir par Assiba, Quentin et Théo, et vous pouvez de l'autre côté de votre poste de radio, si vous pensez pouvoir aider un auditeur, eh bien composez ce même numéro pour dialoguer avec lui ou avec elle en direct à l'antenne. Vous pouvez, si vous êtes un petit peu plus timide, nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un SMS au 7 21 21, le mot-clé étant nuit. Ce soir, c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être en début de semaine, vous avez constaté que les numéros ont changé. Numéro de SMS, 7 21 21. Le mot-clé, lui, reste le même, c'est nuit. Le numéro du standard, c'est le 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Voilà, mais pour le reste, évidemment, le fond de l'émission est le même. C'est vous qui en composez entièrement le programme. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Hier soir, en fin d'émission, nous avons eu Jeanne qui nous a confié sa vie. Elle nous a beaucoup bouleversé, une vie difficile. Elle a été retirée à sa mère à l'âge de 13 ans, confiée à l'assistance publique, mariée de force à un homme très rustre, très très brutal. Une vie de femme complètement niée, et elle nous appelait hier parce que cet homme avec qui elle est toujours mariée, qui a aujourd'hui 88 ans, est hospitalisé, est dans une maison de retraite médicalisée depuis 1 mois, et c'est vrai que Jeanne éprouvait un soulagement parce que depuis plusieurs mois, c'est elle qui en avait complètement la charge, qui s'occupait de lui à 200%, et elle aimerait que cette prise en charge continue, mais en même temps, elle se culpabilisait beaucoup, donc elle avait besoin d'en parler avec nous. Alors, vous avez été très nombreux déjà hier à la soutenir, à envoyer des messages, et vous avez continué. Je vais en lire quelques-uns. Il y a Anna qui nous écrit pour dire émouvante Jeanne, vos filles sont devenues des mères poules. À votre tour d'être prises sous leurs ailes, devenez le petit poussin choyé, vous qui avez tant donné. Soyez délicate avec vous-même. Vous ne pouvez prendre la charge de votre époux. Recevez toute ma tendresse. Julia dit, je pense que Jeanne doit se confier à ses filles. Elle est tellement pleine d'amour pour elles, et elle a surtout besoin de dire toute sa souffrance. Catherine dit, bonne mère, gentille épouse. C'est impensable de savoir qu'il y a des femmes qui subissent de telles ignominies. Que de souffrance et d'injustice dans l'intimité de certains foyers. Jeanne peut laisser cet homme finir ses jours dans un lieu médicalisé sans se culpabiliser.
Voilà, j'espère que Jeanne est à l'écoute ce soir et que ça lui fera du bien d'entendre comme ça vos paroles et vos messages de soutien très très chaleureux. On va accueillir maintenant Dominique qui est avec nous et qui a composé le 3921. Bonsoir Dominique. Bonsoir Caroline, l'orchidée d'Europe 1. Vous êtes très en verve, Dominique. J'adore écrire et j'aime bien faire des jeux de mots et des fois des petites phrases comme ceci improvisées. Bon, écoutez, vous avez la main verte ? Pas du tout. Je vais aux fraises avec une échelle. Pardon ? Je vais aux fraises avec une échelle. Je ne connaissais pas l'expression. C'est une expression de mon pays. Et quel est votre pays ? Je vous appelle tout simplement de Genève. Ah, d'accord. Enfin, j'ai essayé de vous appeler qu'avec votre nouveau système, c'est impossible. Comment ça, tous nos systèmes ? J'ai appelé, ça nous dit là, le numéro n'est pas accessible, quelque chose comme ceci. Quand on appelle depuis la Suisse, mais autant de Coluche, je vous avais 42, poète 15-15, et c'était toujours bon. Ah, vous faites bien de nous le signaler, Dominique. Oui, depuis l'étranger, quand il y a des jeux sur les TV françaises qu'on essaye d'appeler, niet. C'est vrai ? Oui. Si vous faites le 3921, ça ne marche pas depuis. Pas du tout. Ah, bah écoutez, vous faites bien de nous le dire parce que on va vérifier ça. Enfin, on vous croit, hein, évidemment, sur parole. C'est pas vérifier que je voulais dire, mais on va noter ça et puis le prendre en compte pour que les auditeurs fidèles qui nous écoutent depuis l'étranger ne soient pas pénalisés. Parce qu'après tout, si vous avez envie de partir un peu, Genève est une ville magnifique, mais si vous voulez partir un peu au soleil en jouant par exemple avec Nagui, eh bien, vous avez le droit de participer. Bah oui. C'est pas juste ça quand même. Bah oui. Je crois une des seules radios qui avait un numéro de téléphone fixe jusqu'à présent. Bon, mais on va trouver une solution. Okay. Vous inquiétez pas, on va trouver une solution, Dominique. Bon alors vous nous appelez pas pour cela hein, à la base. J'ai un petit souci. M'exprimer à la radio, j'ai pas de problème. M'exprimer en public, ça va très bien. Mais simplement, je suis très très timide envers la gente féminine. Ah bon, oui, parce qu'on ne dirait pas à vous entendre. Non, j'ai du bagou, j'ai de la facilité à m'exprimer. Quand je rencontre quelqu'un et tout, ça va pas plus loin qu'une fois au restaurant, spectacle, théâtre ou cinéma, aux balades au bord du lac. Mais autrement, ça va jamais plus loin depuis des années. Mais c'est depuis des années, c'est-à-dire que... J'ai 47 ans. Oui. En 47 ans, j'aurais eu une seule amie dans ma vie. Mais autrement, j'ai rencontré un festival vers Genève. Mais autrement, maintenant que je sors pas mal, j'aborde des personnes, mais j'ose pas faire le pas suivant. Et j'ai suivi une thérapie il y a quelques années à Genève, aux hôpitaux qui s'occupent des choses psychologiques et psychiatriques. Pendant 6 mois, ça n'a rien servi. En 6 mois, c'est peut-être un peu court sur un... C'est ce qu'ils avaient calculé à peu près. Oui. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qui vous a... C'était le problème principal qui vous avait motivé à faire cette psychothérapie, voilà. Cette timidité excessive envers les femmes. Oui. Mais j'ai pas de dès que je suis avec quelqu'un, paf, je suis bloqué. Oui. Et justement, quelle piste un petit peu, qu'est-ce que vous avez abordé au cours de cette thérapie ? Alors, on avait abordé différentes personnes que je connaissais. Oui. Avec qu'est-ce que je chantais pour elle et choses comme ça. Et puis, j'en ai une qui est sortie du lot, mais ça, j'ai pas osé lui dire. Ah bon, pourquoi ? D'après les questions de la psy, tout ce que je répondais, il y avait une personne qui avait beaucoup plus de points que les autres. j'ai pas osé lui dire. Pour quelle raison vous n'osiez pas parler de cette femme-là ? Peut-être pas perdre notre bonne amitié. Et en plus, c'est une homme-dame qui bosse dans la même entreprise où je travaille. Et oui, mais en même temps, c'est dommage parce que en thérapie, c'est en principe le lieu où l'on peut tout dire. Vous voyez, où on ne se censure pas. Mais alors, si, d'après ce que vous me dites, Dominique, vous êtes vraiment resté très axé sur votre vie présente. Voilà, je voyage beaucoup, j'ai un travail qui me plaît, j'ai aucun souci, j'ai pas de problème. Contrairement à la pauvre dame qu'on a entendue tout à l'heure, contrairement à certains appels qu'on recevait les enchons, misère et tout, distress, moi j'ai pas du tout ça. Non, mais ce que je voulais dire aussi par là, c'est que souvent, quand même, quand il y a une inhibition
hein, aussi profonde, une timidité aussi grande à l'égard de l'autre sexe, à l'égard des femmes, notamment quand on est un homme, ça renvoie souvent à la relation à la mère. Hein. Pourtant, avec ma mère, j'ai une excellente relation. Oui, elle a 74 ans la semaine prochaine. Oui. Eh ben, j'ai une bonne relation, je vois régulièrement, je vais tous les dimanches à leur maison, tout va bien. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'on a une mauvaise relation avec sa mère. C'est que peut-être justement la mère tient une place presque trop importante, tellement importante que ça ne laisse pas de place pour d'autres femmes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, voyez, vous me dites, j'ai fait 6 mois de thérapie, et puis, ça n'a servi à rien, ça n'a rien donné, ça n'a pas changé mes problèmes relationnels avec les femmes. Déjà, vous savez, Dominique, vous l'avez dit vous-même, hein, vous avez 47 ans. On ne se défait pas d'une peur, parce que derrière ça, il y a peur de l'autre, et en particulier de l'autre sexe. En quelques mois, quand c'est ancré aussi profondément depuis des années. Il faut du temps. Il faut l'accepter, il faut du temps. Et en plus, vous êtes resté assez en surface, semble-t-il, c'est-à-dire que vous avez parlé, et c'est normal, de ce qui vous préoccupe, à savoir de votre vie présente, des relations que vous aviez dans votre quotidien avec des femmes, mais que vous n'avez pas un peu plongé dans ce qui pouvait être les racines de vos difficultés. Je crois pas encore. Oui, donc ça vaut peut-être la peine de continuer un petit peu. Mais est-ce que vous avez déjà eu une relation avec une femme? Ah oui. Oui. Oui, j'ai eu une amie pendant 3 ans. Une amie, une amante. C'était mon amie pendant 3 ans. Une amie amoureuse. Voilà. On était amoureux l'un de l'autre et tout. Et puis on s'est quitté fin 1997. Voilà, 3 ans après. Qu'est-ce qui fait qu'avec elle, alors, vous avez pu surmonter votre peur? Je pense qu'à l'époque, j'ai eu le coup de foudre. Oui. Tout de suite, le coup de foudre. Oui. Et puis, elle habitait chez sa grand-mère. Et 3 semaines après, elle est venue passer les soirées et les journées chez moi. Et puis, on est resté... Après, on s'est quittés. Elle est tombée malade. On est devenus les meilleurs amis du monde. C'est ma meilleure amie, maintenant. Elle. C'est important ça d'avoir déjà que vous ayez eu une histoire amoureuse avec une femme, que vous ayez franchi le pas, et puis qu'elle reste votre amie parce que ça vous permet de connaître un peu l'univers des femmes. Aussi, mais on reste les meilleurs amis du monde. On se téléphone tous les soirs et SMS tous les matins avec cette demoiselle, avec cette dame, qu'elle a divorcé entre-temps. Est-ce que vous avez actuellement quelqu'un qui vous plaît? Oui, vous me parliez de cette femme qui est dans là où vous travaillez. Il y a elle, et puis je fais un métier où je vois beaucoup de monde tous les jours. Et puis j'ai sympathisé avec beaucoup de une des quelques personnes qui viennent où je travaille. Et puis une m'a dit, viens boire quelque chose en soir. Je lui ai dit non. Pourtant elle avait pris l'initiative. C'est peut-être qu'elle a pris l'initiative. Elle me dit, viens après le boulot, on va aller sur une terrasse boire quelque chose. Je lui ai dit non. C'est dommage. Je lui ai dit que j'étais occupé alors que j'avais rien à faire ce soir-là. Elle vous plaisait? Elle était mignonne, jolie, intéressante. Je la connaissais depuis plusieurs années. Et puis l'autre jour, aussi une autre, mais j'ai dit non. J'ai pas osé. Donc déjà, c'est bon signe, c'est que vous aussi vous plaisez. Oui, c'est parce que on me dit que je suis souriant, de bonne humeur. Oui, ça, de bonne humeur, je confirme. Vous avez l'air enjoué. Toujours positif. Donc déjà, les femmes ont envie d'aller vers vous. Oui. Bon, alors écoutez, tant mieux, hein. Mais vous avez eu peur après de ne pas savoir quoi lui dire, de perdre vos moyens, Bon, discuter, ça peut aller, parce que je connais un tas de sujets, et puis on peut pas être voyage, des choses comme ça. Oui. Mais autrement, les sujets plus personnels ou intimes, ça j'ose pas. Oui, mais vous savez, Dominique, déjà, quand elle vous a proposé d'aller prendre un café, elle n'aurait pas forcément, à moins d'être très directe, mais elle n'aurait pas forcément abordé des sujets d'emblée très intimes avec vous. Peut, certainement.
de toute façon, ce genre de sujet, j'ose pas en parler tout de suite, ou même jamais. Et qu'est-ce que vous appelez sujet très intime? Les sujets sur l'amour, sexualité, des choses comme ça. Ah oui, mais ça, vous savez, Dominique, c'est tout le monde, plus ou moins, et dans ce cas-là, j'imagine, c'est toujours compliqué déjà de parler de soi. Enfin, vous me direz, il y a des gens qui adorent parler d'eux. Bon, mais et encore plus de sa sexualité. Enfin, ça serait même déplacé que quelqu'un comme ça, d'emblée, vous pose des questions sur votre sexualité. Certainement. Ou ça serait de la provocation. Non, en parler, je sais pas, soit en raconter une bêtise ou quelque chose comme ça. Oui. Faire une genre d'allusion. Oui. Eh ben, quand je suis en public, ça, dire des bêtises sur ce genre-là, j'arrive. Oui. Mais seul, non. Et oui, seul, ça vous met en danger. Oui. Et pourtant, vous avez déjà eu une expérience. Oui, très intéressante. Oui. Durant 3 ans, là. Durant 3 ans. Oui. Oui. Oui, mais vous vous sentez peut-être un peu fragile sur ce plan-là. Oui. C'est ça, comme s'il fallait dire qu'au fond, c'est quand même c'est un sujet qui reste difficile pour vous. Certainement. C'est pour ça que je cache certaines fois en plaisantant. Oui, bien sûr. Oui. C'est ce que dit quelqu'un là qui envoie un message au 61120 qui dit vous masquez par votre verve votre manque de confiance en vous. C'est Fan des Carreaux qui dit ça. C'est Fan des Carreaux. Non, j'ai pas vu. Je croyais que c'est d'accord. Je croyais que c'était un pseudo, mais c'est Fan de Carreaux. J'avais pas vu. Je croyais que c'était un joli pseudo. Comme nom. Oui, mais c'est pas non. Je croyais que c'était un pseudo. C'est vrai, c'est une façon de masquer, mais pourquoi pas? Et puis finalement, ça vous donne une sensibilité particulière. Vous voyez, il y a des femmes qui peuvent être très charmées par ça. Le fait que justement vous ne la ramenez pas comme je dis pas par le côté parfois vous faites pas mal d'humour et tout ça, mais justement vous ne la ramenez pas comme le font certains hommes, vous voyez, qui peuvent en être un peu lourds. Non. Sur ce sujet-là, vous restez plus en retrait, mais ça vous donne un côté délicat qui peut être très apprécié. Et puis un côté correct et respectueux vis-à-vis de la personne. Voilà, exactement. Alors c'est vrai que ça peut pousser les femmes aussi, si elles sont un petit peu joueuses, elles peuvent avoir envie de vous pousser un peu dans vos retranchements parce que elles peuvent se demander, parce qu'il faut vous dire aussi, Dominique, que même si elles ont l'air pleines d'assurance, voyez, quand elles vous ont proposé d'aller prendre un verre, ça se trouve, elles y ont réfléchi pendant un moment, puisque si vous écoutez l'émission, vous vous apercevez, parfois il y en a qui appellent en me disant il y a un homme qui me plaît, mais je ne sais pas comment l'aborder, et puis parfois on dit mais pourquoi vous ne lui proposez pas d'aller prendre un verre, et parfois elles ont cogité un sacré moment avant de se lancer. Donc si vous restez sur des sujets plus généraux, je parle pas de la première fois, mais au bout de 3-4 rendez-vous, la femme que vous avez en face de vous, elle peut se dire mais au fond est-ce que je lui plais à cet homme? Elle peut douter aussi. Vous avez raison. Je vous dis ça parce que quand on est très timide, on n'imagine pas, on croit toujours, on prête des capacités à l'autre qu'il n'a pas forcément. On croit toujours que l'autre est mieux et plus fort que nous, plus assuré que nous. On oublie que l'autre en face de nous, c'est aussi quelqu'un de fragile. Il peut être la même chose. Qu'il est fragile aussi. Oui. Vous savez. Par contre, paradoxalement, sur Internet, sur certains sites qui sont en Suisse ou en Suisse surtout, j'ai rencontré quelques filles, dames, de 25 à 40 ans environ. Oui. Pour le rendez-vous, pour aller boire quelque chose, la première fois, là, j'y suis allé. Ah oui, c'était plus facile pour vous. Voilà, elle me demandait, elle me dit on se retrouve à tel endroit, et ben j'y allais. Ah oui, le fait qu'il y ait eu déjà ce contact par Internet, ça vous facilitait les choses. Oui. Même s'il n'y a pas eu de faim ou de choses comme ça, j'étais à l'aise par le rendez-vous. Ah oui, c'est... écoutez, alors pourquoi ne pas passer par Internet ?
Oui, mais au bout d'un moment, je veux bien passer par Internet, j'ai rencontré plusieurs personnes. Oui. J'ai rien contre. C'est soit des cas un peu particuliers, soit des femmes qui cherchent un amant à place d'un mari, Oui. soit des trucs bizarres. Oui. Moi, je cherchais donc simplement de simple, de à peu près de mon âge, qui soit pas compliqué et qui aime voyager. Et qui écoute Europe 1, bien sûr. C'est naturel. Ah oui, ça va de soi. Hein. Oui. J'espère que vous le mettez en premier dans vos critères, Europe 1, Dominique. je l'écoute depuis plus de 40 ans. C'est vrai? Ouais, j'écoute que ça. Oh, écoutez, alors Et là, moi, vraiment... on ça par le câble, parce que par l'antenne normale, il n'y a pas. Ah, c'est rare, hein, c'est rare. Il n'y a pas la FM à cause des fréquences. Ah ouais, ouais. Il faut vraiment qu'on trouve quelque chose là pour vous, pour. Le téléphone, la voiture, on peut pas écouter. Ah oui, non, ça va pas. Non, mais on va trouver une solution pour vous, Dominique. Si depuis 40 ans vous écoutez Europe 1 et que avec ce changement de numéro, vous pouvez pas nous appeler, là, non, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Hein. C'est dommage. Mais vos techniciens qui sont si bons vont réussir. Oh bah et comment? Alors attendez, vous lancez un défi à notre équipe là. Oui. Attends, non, mais là on va le résoudre, hein, ça c'est évident. Hein. Je vous C'est remercie évident. beaucoup. Mais je pense. Alors il y a le valet de cœur qui dit, vous savez, Dominique, la pudeur et la candeur sont aussi très séductrices. Croyez-le bien. Et il y a Annie qui dit, si une femme vous invite à nouveau, acceptez. Elle ne vous mangera pas et vous ferez connaissance. Merci pour cette bonne information. Petite plume qui dit, vous n'êtes pas obligé de parler de votre intimité. Du reste, dans une première approche, il est bon de rester léger. Et puis, il y a quelqu'un qui vous suggère une lecture du docteur Leleu. C'est un sexologue, je crois. Je vais écrire. Alors, docteur Leleu, c'est L-E-U. Enfin, c'est facile. C'est comme ça. Oui, c'est facile. C'est comme ça que l'auditeur ou l'auditrice l'écrit. Docteur Leleu. Mais enfin, bon, vous trouverez. Il est sexologue, hein. Et ça s'écrit la malpeur. C'est un titre évocateur. Alors, mal comme le mâle par opposition à femelle. Hein. Voilà. La malpeur. Voilà. Voilà, bah, je vais voir. Du docteur Leleu. Bah, Gérard Leleu, il s'appelle. C'est gentil. Voilà. Mais je pense que... Et puis il y a Sergio qui dit, allez, l'ami suisse, il faut croire en vous, oubliez que vous n'avez pas aucune chance, il faut la saisir. Et puis en plus, dites-vous que l'humour est une arme de séduction terrible. Merci, Sergio. Il y a Jojo qui dit Dominique est une personne très attachante qui devra entamer de nouveau une thérapie et s'inscrire dans une association car il est encore jeune et on n'a qu'une vie. Merci. Mais on sent que vous avez, oui, plein de qualités, beaucoup d'humour, de vitalité, enfin bon. Donc c'est ce premier cap à franchir. Alors jusqu'à présent avec Internet, bon, bah voilà, vous n'êtes pas tombé sur la personne qui vous correspondait. Il faut, je crois, un peu persévérer. Mais si après tout vous êtes moins intimidé, et ça m'étonne pas parce que vous aimez les mots. Donc derrière un écran, vous devez, on sent, vous aimez jouer avec les mots. Donc écrire pour vous c'est plus simple finalement. Enfin parler, on sent que vous aimez jouer, disons. Hein, vous aimez jouer, vous aimez la langue, vous aimez bon. Donc vous vous présentez au rendez-vous. Alors effectivement jusque là, bon ça n'a pas fonctionné parce que c'était des femmes qui n'étaient pas dans le même état d'esprit que vous. Mais c'est comme dans la vie. Hein, Dominique, c'est comme dans la vie, on rencontre pas tout de suite une personne qui nous fait vibrer. Vous avez raison. Mais il faut continuer. Moi, j'ai continué. Demain soir, je mangeais qu'une amie. Eh ben, je vais mettre ce que vous m'avez dit tout à l'heure, éventuellement en pratique. Certainement. Vous avez un dîner demain soir ? Demain soir, oui. Par une femme que vous avez connue par Internet ? Non, c'est une amie que je connais depuis 1984. D'accord. Et puis assez régulièrement manger ensemble. Et pourquoi elle vous plaît parce que depuis 84, pourquoi il ne s'est rien passé Rien, parce qu'il y a peut-être la longueur de l'amitié. Oui. Mais autrement, il oui. n'y a pas eu le déclic. Oui. Elle est adorable. On s'entend bien et puis Et vous la trouvez séduisante ? Oui, pas tout à fait. Non, elle a beaucoup de charme. Elle adore, J'aime bien mais parce que un vous seul êtes très problème, sincère. elle est trop intellectuelle.
Ouais, ça peut être un peu embêtant, ouais. Non, elle est adorable. Mais je vais voir quelques spectacles avec elle à Genève. C'était des spectacles chiants. Où on s'endort avant la mi-temps. J'adore votre franchise. Oui. Mais autrement, elle est adorable, elle aime bien manger, c'est important. C'est vrai, c'est quand même une bonne vivante. Oui. Donc ça compense son côté trop intellectuel chiant, comme vous dites. Non, voilà. Il y a Coco qui dit « Je trouve que vous êtes un homme charmant et correct. Les femmes apprécieront. Bonne chance et surtout, gardez votre humour. » Et puis il y a Petite Plume qui dit « Vraiment, à vous entendre, votre élocution est parfaite. Votre sens de l'humour aigu. Vous devriez vraiment trouver votre âme sœur. » Il y a Annie qui dit « Un homme qui me fait rire, je craque. » Mais malheureusement, Annie dit « Je suis trop vieille pour vous. Vous faites du mal, Annie. » Non. Et puis il y a Teddy qui dit « Bon allez Georges, arrête ton accent suisse. On t'a reconnu. » Non, c'est bien. C'est bien moi. Dominique. Dominique. Voilà. C'est pour dire à la dame qui vous a dit tout à l'heure, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait la meilleure soupe. Je sais pas si ça va réconforter Annie. Alors il y a Céline qui dit « Oh moi je commence à regretter de ne pas habiter en Suisse. Un tel respect de l'autre, je tombe sous le charme. » La porte est ouverte. Ben voilà, un petit séjour à Genève, ma chère Céline. Il y a Harmonie qui dit « Dominique, trouver le chemin, celui qui conduit vers soi, cela prend du temps. Vous avez fait un pas sur ce chemin en allant consulter. Mon conseil, Dominique, est de vous encourager à persévérer. 6 mois, c'est peu, puisque cela signifie quelques séances. Un jour, vous poserez peut-être une valise dans le cabinet de psychothérapie. Vous trouverez cela léger et vous pourrez ainsi ouvrir une porte qui vous mènera et vous conduira à aimer sans vous en défendre. Bon travail, vous dit Harmonie. Merci Harmonie, et c'est très joli. C'est joliment dit, hein. Très beau. Eh bien, écoutez, mon cher Dominique, beaucoup, Caroline. Il me reste à vous souhaiter un bon dîner demain. Et puis surtout, hein, franchement, quand vous avez des femmes comme ça qui vous proposent d'aller prendre un verre, allez-y. Qu'est-ce que vous risquez? Si ce n'est pas un bon moment. Je vous invite à Paris boire un verre si vous voulez. Vous voyez que vous pouvez être audacieux. Oui. C'est la meilleure façon de dépasser ses peurs. Hein. C'est un moment d'oser, de vous lancer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir pris et puis à très bientôt. C'était un plaisir, hein, Dominique. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Olivia Ruiz, belle à en crever. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir prise à l'antenne. Je vous en prie. Et remercier aussi votre équipe de m'avoir contactée. Oui, alors vous nous avez envoyé un mail, hein, Alexandra, sur europe1.fr. Je rappelle d'ailleurs aux auditeurs que vous avez toujours cette possibilité-là de nous envoyer un petit mail avec votre prénom, un numéro de téléphone où on peut vous joindre et vous rappeler, où vous nous expliquez en quelques mots votre situation. Donc vous êtes depuis 3 ans maintenant secrétaire pour les services de l'éducation nationale, mais en contractuel. Tout à fait. Voilà, donc vous avez toujours donné satisfaction dans tous les services où vous avez effectué des remplacements. Oui. Mais vous n'avez jamais eu de CDI parce qu'il faut passer les concours. Tout à fait, exactement. Donc en fait, si je vous ai contacté, Caroline, c'est pour avoir votre avis, mais aussi l'avis d'auditeurs éventuellement qui ont vécu ou qui vivent la même situation que moi et qui ont peut-être une solution. Ou alors des personnes qui sont issues de l'éducation nationale également, titulaires, qui pourraient éventuellement me conseiller par des petits messages qu'ils vous adresseraient. Oui, j'aimerais bien parce que moi c'est vrai que je connais pas bien le monde de l'éducation nationale, mais en revanche, je suis sûre que parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui vont pouvoir vous conseiller. Donc je rappelle le numéro du standard 39 21, les SMS 7 21 21 et bien sûr tous vos courriels sur le site europe1.fr. Hein. Voilà. Alors vous dites que pour être en CDI, il faut passer des concours, mais alors vous en avez passé des concours, hein. C'est ça que je ne comprends pas bien. Oui. Écoutez, ça fait 3 ans donc je fais des remplacements et puis 3 ans que je passe les concours. Donc la première fois, il faut bien sûr bien s'y préparer.
Donc la première fois, j'étais pas trop prête, mais bon, je me suis dit allons-y. J'ai un certain niveau d'études, pourquoi pas. Bon, j'ai eu une note assez correcte qui était 12, mais qui est bien sûr au-dessous de ce qu'il fallait pour arriver à l'oral, puisque le 12 c'était à l'écrit. L'année d'après, j'ai obtenu 14 et cette année 16 et toujours recalée. Ça monte tous les ans, dites-moi. Bravo. Oui, parce que je prépare de mieux en mieux. Et puis une fois que vous avez vu les sujets, vous savez à peu près sur quoi vous risquez de tomber et comment vous pouvez tourner vos dissertations ou vos notes de synthèse. Et alors à 16, vous êtes toujours recalée? Voilà, parce que... Et oui, c'est un concours en même temps, c'est pas un examen. Voilà. Donc certainement qu'il y a des notes, des fois ça peut être à des centièmes de points, des dixièmes de points, mais qui sont supérieures. Et puis comme il y a un quota de personnes à prendre au niveau national également, moi c'est au niveau régional, départemental, et donc forcément, sur 25 places, ça va très vite. Hein. Oui. Donc voilà, et moi mon problème c'est ça va peut-être paraître un peu ridicule par rapport à ce que vous avez comme situations qui sont bien plus importantes, mais c'est parce que ça me travaille beaucoup. J'ai 42 ans, j'ai 3 enfants. J'étais à l'époque secrétaire de direction dans un service privé et suite à la fermeture du service, on a été licenciés. Moi, j'attendais mon fils et j'ai arrêté en tout pratiquement 9 ans en congé parental cumulé avec les congés maternité. Ce qui fait que quand j'ai dû rechercher du travail après que mon petit dernier ait eu un certain âge, j'ai été jugée sur ma période creuse. Donc on pensait que j'avais plus les capacités, etc. Et la première opportunité qui s'est présentée, ça a été donc l'éducation nationale. Et j'en suis très reconnaissante puisque je reconnais qu'aujourd'hui, si j'ai la chance d'avoir du travail régulièrement, même si c'est précaire, c'est grâce à ce ministère. Bien sûr. Mais arrivé à mon âge, je me dis, en fait, j'ai peur de quitter l'éducation nationale, aussi précaire soit ma situation, pour essayer de retrouver quelque chose dans le privé, parce que je me dis, maintenant, est-ce que je retrouverai quelque chose? Est-ce que dans le privé, on va me redonner une chance, comme j'ai pu avoir au niveau de la fonction publique? Est-ce que ce sera possible? Parce que l'éducation nationale, c'est très bien, mais j'ai pas d'évolution de carrière en tant que contractuelle. Donc, je stagne au même salaire depuis 3 ans. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien. Je me dis, Dieu merci, j'ai un mari qui travaille, mais si demain, il y avait un souci, je suis vraiment dans une situation précaire. Donc, j'y pense beaucoup et je me dis, est-ce que je pourrais avoir éventuellement des conseils de vos auditeurs? Est-ce qu'il faudrait quand même que je me booste et que je me dise, en fait, il faut arrêter d'attendre les contrats qui sont toujours les bienvenus, mais qui sont assez précaires, ou est-ce qu'il faut que je continue en espérant un jour obtenir ce fameux concours, puisque tous les ans, j'augmente un petit peu, peut-être qu'un jour, j'arriverai à avoir la note qu'il faut pour l'obtenir. Oui, puisque vous pouvez le passer sans restriction. Ah oui, tout à fait. C'est une fois par an. Oui. C'est une seule fois par an, mais l'avantage, c'est qu'on peut le passer dans plusieurs régions différentes. Mais donc il y a cette possibilité, comme vous dites, de vous dire que vous pouvez être reçu. Tout à fait. Mais bon, ça reste assez... je me décourage au bout de 3 ans. Je me dis... quand j'ai vu ma note, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, parce qu'en même temps, vous dites vous-même que le nombre de places est limité. Voilà, est limité. Mais en fait, quand on voit ça, sur le coup, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que c'est pas possible? Je devais pas être loin, je devais pas. Enfin bon. Et après, vous vous dites, il y a encore 1 an, puisque les concours en général se passent. Le concours que je passe, c'est en avril ou mai. Donc je me dis, il faut que je tienne encore 1 an. Est-ce que je vais avoir quelque chose régulièrement jusque-là? Est-ce que il faut que j'arrête d'attendre ces concours? Est-ce que j'arrête d'attendre ces propositions? Est-ce qu'il faut que j'aille ailleurs? Il faut que je fasse autre chose? Parce que j'ai des compétences, j'ai des diplômes, j'ai de l'expérience, qui a eu un trou de 9 ans, effectivement. Mais pendant toutes ces années-là, j'ai continué à me tenir au courant des logiciels classiques qu'on peut utiliser au niveau secrétariat. Et puis je suis partie d'un poste privé en secrétaire de direction, et là je suis dans un poste secrétaire tout simple, sans évolution de salaire, sans
sans rien, quoi. Donc, je suis arrivée à un stade où je me dis, là, vous voyez, par exemple, c'est bientôt la rentrée. J'aurai peut-être quelque chose, mais il faut attendre que la rentrée soit faite et voir s'il y a des suppléances. En fait, je dépends des absences des uns et des autres. Donc, des maladies, souvent, je fais des remplacements pour des longues maladies. Je veux dire, à la limite, on va dire le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais ça fait un peu drôle, quoi. Parce qu'on se demande, on se dit toujours, tant que la personne n'est pas revenue, le poste, il est encore à vous. Et puis, ça devient un peu... Bon, c'est peut-être aussi mon caractère qui fait ça, hein, mais ça devient un peu malsain, parce que vous dites... vous savez plus trop si vous espérez que la personne ne reviendra pas. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'on lui souhaite d'être plus longtemps malade, et ça, c'est pas du tout dans mon tempérament. Et puis après, vous dites aussi, si elle se remet, et c'est ce qu'on souhaite, ça veut dire aussi qu'on vous dit au revoir et au prochain contrat. Donc, alors, je reçois des SMS qui disent, vous pouvez passer par la VAE, validation des acquis. Ah. Je savais pas qu'avec l'éducation nationale, on pouvait faire ça. Je ne sais pas, j'ai pas plus de détails. Oui. C'est un message qui arrive au 7 21 21, donc bon. Il y a un autre message qui dit, êtes-vous en concours sur les listes internes ou externes, comme dans la fonction publique? Externe. Externe, d'accord. Il y a Ninon qui dit, il me semble que quand on a élevé 3 enfants, il n'y a pas de limite d'âge pour les concours, c'est votre avantage? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Gabrielle du 92 qui dit, Alexandra a-t-elle le statut de fonctionnaire ou d'agent contractuel? Agent contractuel, oui. J'ai l'agent contractuel, pas fonctionnaire, non. D'accord, parce que Gabrielle disait, elle devrait être titularisée au bout d'un an. Non, non, ça se passe pas comme ça, non. D'accord. Il y a des recrutements sans concours auxquels j'ai postulé, mais je n'ai pas été prise, donc je ne sais pas du tout quels sont justement leurs critères de sélection, puisque à côté il y a cette possibilité-là, mais à chaque fois j'ai pas abouti non plus. Donc. Alors il y a Viviane qui dit, il faut au-delà de 3 contrats consécutifs exiger un CDI. N'attendez rien de l'éducation nationale, nous dit Viviane. Je cumule 11 ans de contrat et plus de poste. Oh là là. Bon. Voilà, mais attention, parce que ce sont des messages qui arrivent comme ça au 7 21 21 et où les personnes sont obligées de concentrer, de condenser. Vous voyez, par SMS, c'est limité à 160 caractères, on peut pas développer. Exactement. Donc, ça serait mieux d'appeler le 39 21, le standard. C'est ce qu'a fait Joël, et comme ça, elle va pouvoir en parler directement avec vous. C'est ce qu'a fait Joël, qui est un homme. Pardon, Joël. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Joël. Enchanté d'être accueilli dans votre émission. Je la suis tous les soirs. Merci d'être très intéressant. Très intéressant. Donc pour Alexandra, elle a bien exposé certaines choses, mais faut pas qu'elle désarme. Faut pas qu'elle désarme parce que c'est vrai que quand on est vacataire, on est sur un siège éjectable. Bon, moi-même j'ai un âge avancé, donc j'ai de quoi faire jusqu'à ma retraite. C'est un peu ma chance, mais toujours sous les contrats vacataires. Cependant, comme elle est jeune, elle peut très bien préparer des concours et se faire aider en interne pour la préparation de ces concours. Elle peut notamment contacter le GRETA pour la validation des acquis ou une préparation de concours. C'est gratuit. Donc elle peut faire ça. Ah, c'est bien ça, oui, effectivement, je savais pas, je savais qu'il y avait des organismes qui préparaient au concours, tout à fait. Mais le GRETA, je n'étais pas au courant. Si, le GRETA, donc il y en a un par département. Oui. C'est quoi le GRETA? Oui, c'est le groupement régional d'études et de travail sur l'acquis, justement, et ça dépend de l'éducation nationale. Oui. La validation des acquis, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc il y a deux choses, il y a les validations des acquis et la préparation au concours. D'accord. Donc ça, elle peut avoir accès, et puis rien ne l'empêche de préparer, justement, c'est la bonne période là en septembre, où il y a beaucoup de concours dans la fonction publique qui sont mis en ouverture. Donc c'est des concours qui vont se passer principalement au cours de l'année prochaine. Donc rien ne empêche Alexandra de s'inscrire à un concours, de le préparer. Elle a 4-5 mois pour préparer ça. Je pense que ça doit
vu le niveau qu'elle a, elle n'aura pas de difficulté pour... Moi, je les avais... Excusez-moi, oui. Joël, je vous remercie de votre intervention. Moi, je les avais préparés avec des livres que j'ai achetés. D'accord. Donc préparation au SASU. Oui, c'est ça, donc, je connais bien. Oui. Voilà, donc il me semblait que la méthode était assez correcte, puisque quand je me suis retrouvée devant la copie, j'ai pas eu de difficultés particulières en me demandant par où commencer. Mais c'est vrai que certainement qu'une formation suivie avec des formateurs qui ont l'habitude de ce genre de préparation, effectivement, oui, je pense que ça met un coup de pouce parce que moi, j'ai 55 ans, donc moi j'ai eu la chance, vu ma carrière dans la fonction publique, j'ai pu, entre-temps j'avais monté une société, j'ai dû arrêter pour des raisons familiales, et je suis reparti, on m'a proposé un poste dans l'éducation, et dans l'année qui a suivi, j'ai voulu passer un concours. Moi j'y suis allé quasiment sans préparation, et je l'ai loupé d'à peine 10 points. Ah oui. À peine 10 points. Donc, si on a une bonne tête, on a une bonne mémoire, on prend connaissance un peu des annales, c'est surtout les annales des concours. Oui. C'est ça qui est intéressant, ça permet d'aiguiller les choses. Et puis, bien souvent, on tombe sur des sujets d'actualité. Oui, tout à fait. Donc, tout est possible. Et puis, vous êtes jeune, il y a pas de souci, mais il faut pas désarmer, faut pas se décourager. Oui. Bon, merci beaucoup, Joël, pour ces renseignements. Merci. Il y a également un message qui arrive pour dire il y a des recrutements sans concours qui existent, mais catégorie C. Oui, voilà. Il y en a eu en février, peut-être y en aura-t-il l'année prochaine. Et puis il y a Annie qui dit il faut aussi tenir compte du contexte, à savoir que l'on supprime des postes de fonctionnaires. Oui, tout à fait. C'est vrai. Voilà. C'est vrai aussi. En tout cas, je vous remercie, moi. Mais en tout cas, ne vous découragez pas pour autant, comme dit Joël. C'est clair. Voilà. Oui, mais en fait, je suis contente que Joël ait appelé et que d'autres auditeurs aient donné leur avis par message, parce que j'avais besoin de savoir si ça valait le coup, je continue ou si il faut. Et justement, il faudra se renseigner au niveau de l'inspection académique du fait que vous êtes vacataire depuis X années, si vous avez accès au concours interne. Oui, je vais me renseigner parce qu'en fait, comme entre deux, j'ai des trous entre les contrats qui sont pas très grands, mais qui existent. On peut vous mettre en relation hors antenne, si vous le souhaitez, comme ça vous pourrez continuer cet échange hors antenne et peut-être de façon un petit peu plus pointue. Voilà, si vous le souhaitez. Donc ne raccrochez pas et vous pourrez poursuivre cet échange. Merci en tout cas, Joël, pour toutes ces précisions. Et écoutez, bonne chance, Alexandra, alors. Merci beaucoup, Caroline. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir aiguillé. Merci surtout à Joël qui est intervenu et à tous les auditeurs qui se sont manifestés par SMS. Merci à tous. Au revoir. Une bonne soirée. Au revoir, Caroline. Confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Marie. Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est la première fois que j'essaye d'appeler, puis j'ai réussi tout de suite. Vous voyez, comme quoi ça arrive. Oui, voilà, je voulais vous parler de ma situation actuelle, là. Donc, en fait, je suis seule avec mon enfant, qui a 4 ans et demi. Et donc, actuellement, il y a une instruction qui est en cours pour une enquête. Suite au comportement de l'enfant quand il rentrait de chez son père. Donc, moi, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai averti les services sociaux. On est passé au tribunal. Il a eu le droit un jour par semaine de le voir, soit le samedi, soit le dimanche. Et puis, mais il n'a pas eu le droit d'hébergement.
Et depuis, il y a eu une enquête sociale qui a été faite à ma demande. Et puis, donc actuellement, là, actuellement, l'enquête sociale va me donner son bilan de l'année, mais à la fin de l'année, là, en fait, ils ont fait un signalement au juge des enfants par rapport aux propos de mon petit garçon. Pour signaler tous les propos sexués qu'il tenait, et puis son comportement agité, son comportement agressif, le fait qu'il n'écoute pas en classe, que la maîtresse soit obligée de le prendre à part, et puis pour ne pas qu'il le perturbe les autres. Donc voilà, moi je suis seule donc avec mon petit garçon, et parfois j'ai du mal à gérer la situation. Oui, ça je comprends. Oui. Mais alors, cette enquête a été déclenchée de quelle façon? Parce que là, on est déjà dans des conclusions. Non, on n'est pas dans des conclusions encore. Les conclusions vont être rendues là oui, mais début septembre au juge des enfants. Mais entre-temps, ils ont quand même fait un signalement au juge des enfants pour dire que l'enfant n'allait pas bien. Oui, mais qui a déclenché tout ça? C'est moi. C'est vous, hein, parce que ces troubles du comportement vous préoccupaient. Ah bah bien sûr, oui. Quand il rentrait de chez son père. Voilà. Oui. Vous êtes séparés de son père depuis quand? Depuis 2007, depuis le 27 oui, avril peu importe, 2000. vous me donnez pas, on n'est pas dans une enquête. Hein, non. Ouais. Donc voilà, après avant la séparation, de toute façon la séparation a eu lieu parce que le père avait, parce que je lui ai dit de partir, hein, parce que ça n'allait pas du tout. Il était déjà agressif, déjà envers l'enfant, avec moi aussi, donc il fallait qu'il parte, voilà. Et donc il est parti. Il ne s'intéressait pas du tout à l'enfant, et par contre à son départ il m'a dit j'ai l'autorité parentale, je fais ce que je veux, voilà. Et quelle est votre question ce soir? Après son départ, l'enfant a commencé même avant son départ, hein, l'enfant présentait déjà des troubles du comportement, mais après son départ, ça a été pire, quoi. C'est-à-dire que la première chose qui m'a alertée, moi, c'est quand il avait 2 ans et demi, il a pris un petit Playmobil dans son bain, et puis il a dit le bonhomme tête le zizi il a dit son prénom. Dites-moi, Marie, quelle est votre question ce soir par rapport à moi? Par rapport à vous, là, c'est le quotidien de mon enfant. Parce que je pense que là, de toute façon, avec ce qui se passe, l'enquête va aboutir dans le bon sens pour l'enfant, je pense. Hein. Mais parce que je vous cache pas, Marie, que je suis toujours très ennuyée quand il y a une enquête qui est en cours. Oui, je sais. Ça m'ennuie que ça soit évoqué pour vous comme ça sur l'antenne. Hein. Je trouve que c'est pas une bonne chose. Non. Non. Il y a une enquête qui est en cours. Oui. Je trouve que c'est pas le lieu d'en parler comme ça à la radio. Je comprends tout à fait que votre désarroi et que vous soyez perdu et comment agir vis-à-vis de votre enfant et que vous ayez besoin de conseils et d'être entouré. Mais je suis très réticente par rapport au fait de parler d'une enquête qui est en cours. Quand il y a une décision de justice, enfin là, c'est le juge des enfants est saisi. Il y aura peut-être une action avec le procureur. On ne sait pas ce que ça va donner. Enfin, vous voyez, ça court-circuite. Si quelqu'un même au niveau des enquêteurs ou de magistrats vous entend, enfin, il peut s'en plaindre et il aurait de quoi. Parce que ça doit rester, il y a quand même un secret de la justice. Donc, je crois que, oui, donc on vient pas en parler comme ça.
Alors, je crois qu'il faudrait que vous voyiez avec le pédopsychiatre qui a examiné votre enfant. Alors peut-être que lui a été juste là à titre d'expert et qu'il ne fait pas de suivi. C'est possible. Non, mais il a un suivi par une autre personne. D'accord. Alors ça, Marie, je vous conseillerais de demander vraiment un entretien avec le pédopsychiatre qui suit votre enfant. Oui. Voyez, pour savoir un petit peu là avant que le juge se soit prononcé, que les résultats de l'enquête soient effectifs, comment un petit peu vous comporter vis-à-vis de votre petit garçon. Et en attendant, le droit de visite, j'imagine, est suspendu du père. Oui, je l'ai fait suspendre, oui. Oui, de toute façon, oui. Alors, vous avez bien fait, évidemment, d'alerter immédiatement, de faire un signalement, Marie, de signaler tout de suite. J'espère que vous comprendrez le fait que je ne souhaite pas étendre davantage là, parce que je voudrais pas que ça se retourne contre vous et que ça vous porte préjudice à partir du moment il n'y a pas une instruction en cours, puisque c'est pas, mais il y a quelque chose qui est actuellement en cours au niveau de la justice. Donc on n'en débat pas, donc par conséquent au niveau d'une antenne de radio. Voyez, je préfère être prudente. Oui. Vous comprenez, Marie? Bien sûr. Voyez, ça serait avant, vous poserez des questions, j'aurais pu, ou après, mais attendons de voir. Et je comprends en revanche votre désarroi, et parlez-en avec le pédopsychiatre qui suit votre petit et qui sera le plus à même, en plus, connaissant l'enfant, de vous informer un peu sur l'attitude à tenir. D'accord. En tout cas, vous avez fait vraiment ce qu'il fallait faire là. Bon courage. Merci. Bon courage, Marie, au revoir. 39 21, 34 centimes la minute. L'été se poursuit, les amis. Thierry Fréret vient de nous l'annoncer, tant mieux. Et l'été, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut veiller comme ça, un peu tard, sur la terrasse, dans le jardin, flâner, rêver, laisser la fenêtre ouverte, prendre le temps de penser à soi, de penser à ceux qu'on aime. Le poste branché sur Europe 1, bien sûr. Nous sommes là avec vous pour vous tenir compagnie encore pendant une heure de direct. Alors si vous vous sentez peut-être un peu seul, un peu perdu, eh bien dans vos pensées justement, vous pouvez nous appeler pour en parler avec nous au 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce qui se dit à l'antenne, en nous écrivant sur le site europe1.fr ou en nous envoyant un petit message au 7 21 21. Et un petit clin d'œil amical à Maya qui nous écoute d'Alger. Décidément, on nous écoute beaucoup de l'autre côté de la Méditerranée, qui dit: j'aime beaucoup l'émission, c'est un plaisir, les thèmes sont tellement émouvants et puis ça nous apprend beaucoup de choses sur la vie. Maya qui dit: je tiens à vous appeler un jour juste pour participer. Vous serez la bienvenue, ma chère Maya, à bientôt alors. Voilà, et on va accueillir tout de suite Maïssa. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Maïssa. Oui, alors je vous appelle pour vous partager un petit problème. Oui. Ça fait 5 ans que je suis en désaccord avec mon père, qu'on se parle plus. Et là, je viens d'apprendre une nouvelle, que j'attends un enfant, Ça fait 2 mois. Et je doute, comment dire, pour l'avenir de mon enfant, de savoir s'il devrait connaître son grand-père ou pas, Je veux dire, ça a un peu rien à voir, un peu avec moi-même, Je dois pas, sur ça, je dois pas penser qu'à moi-même. Je devrais penser d'abord pour savoir ce qui est bon pour mon enfant, Oui. Et comme moi, j'ai déjà tiré un trait par rapport à cela, comme moi, c'était un peu
c'est pas que je l'avais oublié, mais c'est que en fait, j'ai fait ma vie un peu sans lui, quoi. Et je le vois pas essentiel dans ma vie à moi, mais je le vois essentiel dans la vie de mon enfant, quoi. Vous voudriez que votre enfant ait un lien avec son grand-père? Bah déjà que ma mère n'est plus là, qu'elle est décédée, quoi. Et c'est tout. Je voudrais quoi qu'il connaisse au moins son grand-père, quoi. Ouais. C'est ça, quoi. Oui. Vous êtes toute jeune, hein, Maïssa? Oui, vous avez 21 ans. Oui, bientôt 22, oui. Et alors, qui s'occupait de vous? Puisque vous dites que vous ne voyez plus votre père depuis 5 ans, votre maman est décédée. J'étais en foyer, quoi. Vous avez été en foyer? Oui. De 15 ans jusqu'à 18 ans, ouais. D'accord. Votre maman est décédée quand vous aviez 15 ans? Oui, c'est ça, oui. Oui. Ouais. Alors, je sais pas trop si je dois renouer les liens ou pas. Mais vous en avez envie, semble-t-il. Comment dire, vis-à-vis de moi-même, non. Mais vis-à-vis pour mon enfant, oui. C'est ça, pour votre enfant, ça vous paraît important. Mais je vois pas, moi, ce que je pourrais lui dire. Vous lui en voulez beaucoup à votre père? Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une rupture comme ça avec lui? On va dire, il m'a fait beaucoup de mal, quoi, sur moi-même, quoi. Oui. Et du coup, c'est quelque chose que j'arrive pas à pardonner. Et, qu'est-ce qui vous a fait mal? On va dire, il m'a fait des attouchements, quoi. Et oui, en effet, c'est grave, ça. C'est quelque chose que j'ai pas réussi à lui pardonner, quoi. Je comprends. Il n'a pas été reconnu par la justice, il a été relaxé et moi j'ai pas eu de pour moi j'étais pas encore j'ai pas fait, comment expliquer ça, pour moi il aurait pu au moins s'excuser ou avoir quelque chose, même une aide psychologique ou quelque chose qui puisse me réparer intérieurement, quoi, hein, je veux dire. Et ça, après, je me suis fait une raison et je me suis dit que voilà. Oui, c'est d'autant plus compliqué pour vous que ça n'a pas été reconnu par la justice. Voilà, c'est ça aussi. Oui. Parce que vous avez porté plainte, comment ça s'est passé? Il y a eu un signalement de votre part, de quelqu'un? J'en avais parlé à l'infirmière de mon collège à l'époque. Oui. Et après, elle avait fait toutes les démarches, quoi. Elle a dit qu'il faut porter plainte. Au départ, j'avais pas trop envie de porter plainte. Ben oui. Mais après, j'ai dû écrire et dessiner. Et c'est ce qui a fait qu'elle avait eu des preuves pour aller plus loin, quoi. Après, la machine était en route et je veux dire, on pouvait plus reculer. Après, le placement au foyer, tout ça. Et les années sont passées. Après, je me suis, on va dire, entre parenthèses, reconstruite, mais sans ma famille, quoi. Je veux dire, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin un peu toute seule. J'ai mon appartement, mon travail, quoi. J'ai ma vie maintenant. Je suis bien et je veux dire fiancée et tout ça et je veux dire maintenant je me consacre à ma famille, à moi. Oui. Et tout ça, je veux dire après je veux dire pardonner pour moi c'est tout frais, quoi. Pour moi c'est encore frais, tout. Oui, mais c'est pas obligatoire, hein, le pardon. Encore pour pardonner, il faudrait que votre père vous demande pardon. Voilà, c'est ça. Or, semble-t-il, il ne l'a pas fait. Premièrement, oui. Voilà, c'est ça. Il n'a pas reconnu ce qu'il avait fait. Hein? Il ne vous a pas demandé de lui demander pardon. Voilà, c'est ça. Bon, il s'est pas excusé, mais bon. Enfin, que vous lui accordiez votre pardon, plus exactement. Hein, je m'en mêle là. Hein, c'est pas à vous de lui demander pardon, évidemment, mais que de lui accorder votre pardon. Voilà. Mais vous avez des frères et sœurs, Maïssa? Oui, une petite sœur, oui. Une petite sœur. Elle est où, cette petite sœur? Elle vit avec lui. Hein. Elle vit au domicile de mon père, quoi. On lui a laissé la garde de votre petite sœur? Oui,
Au départ, elle était suivie par des éducateurs. Oui. Et je veux dire après, une fois que il a été relaxé, quoi. Je veux dire, elle est restée au domicile. Quoi, au départ, elle vivait chez ma tante et avait un contrôle assez souvent. Oui. Elle n'avait pas le droit d'aller chez lui. Et après, elle a été chez lui quand l'affaire a été relaxée, quoi. Avec un suivi, certainement, on peut penser quand même. Hein. Je pense, oui. Oui, je pense que même si, vous savez, il arrive, Maïssa, malheureusement, malheureusement, c'est pas à moi d'en juger, mais la justice, il faut des preuves concrètes, hein, et c'est ce qui est toujours compliqué dans les histoires où il y a attouchement, c'est-à-dire que il n'y a pas on ne trouve pas toujours de preuves matérielles. Hein, dans les histoires d'attouchement, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et malheureusement, souvent les magistrats, tout en croyant les victimes, n'ayant pas de preuves matérielles, sont obligés entre guillemets d'acquitter le présumé coupable. Ouais, ça ne veut pas dire qu'elle ne croit pas la victime. C'est ce qu'ils vous ont dit? Oui, ils ont dit, mademoiselle, on comprend bien votre douleur, tout ce qu'on ressent, parce que j'étais en larmes au tribunal. Oui. Et je veux dire, l'affaire a duré quand même 4-5 ans, hein, jusque-là, jusqu'au mes 19 ans, quoi. Elle a duré, elle était longue. Hein. Après, je veux dire, faut passer au-dessus, hein, je veux dire, de ça, quoi, malgré que on garde toujours les séquelles d'une cicatrice, quoi, malgré qu'on a pu les douleurs, tout ça, quoi. Mais je veux dire, ça reste toujours, mais je veux dire, on peut pas aller au-dessus de la justice. Après, s'ils ont fait leur choix, je veux dire, moi, j'attendais au moins un pardon de sa part, ou qu'il soit aidé psychologiquement, hein. J'avais pas lui dire, comment dire, autrement, pour moi, je veux dire, voilà, quoi. Oui. Et en même temps, les magistrats ont dit, on entend, hein, mademoiselle, votre douleur, et on la comprend, et donc, voyez, ça ne veut pas dire, c'est ça, parfois, la décision prise va à l'encontre de ce qu'ils percevaient et de ce qu'ils ont compris de votre histoire, et voyez, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été cru. Oui, je comprends bien. Bon, après, il en fallait plus niveau preuve, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est toute la complexité. Évidemment, pour pas faire condamner non plus des innocents. Hein, voilà, ça va aussi. Oui, parce que. Bon, il y a eu tellement d'erreurs judiciaires. Voilà. C'est pour ça maintenant ils font attention, je pense. Voilà. Bon, vous, de toute façon, vous savez ce qu'il en est, Maïssa. Hein. Et votre père sait aussi ce qu'il en est, même s'il est dans le déni, c'est-à-dire que même si il refuse de voir la réalité, ou il arrange à sa manière. Voilà, exactement, c'est ça, quoi. Et je veux dire, je pense qu'il n'a pas la conscience tranquille. Lui, il a nié tout en bloc. Hein. Oui. Il m'a dit dès le début, je nierai tout. Moi, je veux pas faire ma vie en prison, tout ça. Bien sûr. Et je veux dire, devant la famille, par fierté, c'est moi le monstre et lui la victime, on dirait. Hein. Je veux dire, il a inversé les rôles et il a tout arrangé à sa manière pour que lui ait une vie comme avant, quoi, paisible, qu'il soit pas montré du doigt ou des choses comme ça. Et je veux dire, moi au début, je l'ai vécu très mal, quoi. Je veux dire, toute ma famille, ma grand-mère, mon grand-père et tout ça, hein, mes cousins, mes cousines, pour moi, je les vois plus, quoi. Plus personne veut me parler, quoi. Et je veux dire, ça fait mal. Je veux dire, quand on va mettre quelqu'un au monde et je veux dire qu'il va pas connaître sa famille ou ses antécédents ou des choses comme ça, je veux dire, ça fait mal d'un côté. Je veux dire, moi j'ai mon fiancé, sa famille est loin, elle est à l'étranger, quoi. Hein, et je veux dire, moi, il me reste beaucoup. Il me reste juste la famille de ma mère. Je veux dire, autrement, aux côtés de mon père, chacun fait sa vie pour. Une fois, ils m'ont dit, ma petite sœur m'avait dit une fois une phrase qui m'a fait mal, quoi. Hein. M'avait dit, c'est ma famille, c'est plus ta famille, c'est ma famille. Et je veux dire, des fois. Mais votre petite sœur, vous savez, Maïssa, elle est élevée par votre père, hein. Donc elle est malheureusement très dépendante de lui. Oui, c'est ça. Ouais. Elle est, voyez, elle n'a que lui. Elle n'a que lui.
Hein, oui, donc, voilà, moi aussi j'ai fait toutes ces démarches aussi, c'est pour la protéger elle. Bien sûr, bien sûr. Mais elle est très influencée. Et je ne sais pas quel âge elle a, mais certainement encore très influencée. 17 ans, ouais. Quel âge elle a ? 17 ans. Oui. Oui. Elle est. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est avec lui qu'elle vit. Oui. Donc elle peut pas s'opposer à lui. Elle est bien obligée de. Vous voyez, et puis lui a dû faire très attention avec elle de ne pas faire ce qu'il a fait avec vous, parce que là, il sait que il recommence, il va direct en prison. Bah c'est ça, oui. Bah, pour elle, je veux dire, c'est son héros, c'est tout. Hein. Je veux dire, c'est son modèle. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas le même père. Voilà, c'est ça. C'est ça. Complètement différent. Ouais. Mais alors, au vu de tout ça, vous voyez, je reçois un mail de Gabriel qui dit « Ne perdez pas de vue que vous, Maïssa, victime d'attouchement, et votre père n'ayant pas été condamné par la justice, votre enfant pourrait devenir lui-même la victime de votre père et adopter le principe de précaution. » Ah, d'accord, oui. Ouais. Alors, je comprends la réaction de Gabriel, hein, et je suis pas loin de penser pareil, parce que c'est quand même vous n'avez pas, le lien n'a pas été rompu pour des motifs futiles, mais pour des faits graves, qui altèrent, qui perturbent gravement la relation et qui montrent que votre père, vous avez d'ailleurs insisté plusieurs fois, Maïssa, sur le fait que vous auriez aimé que votre père ait un suivi psychologique. Et effectivement, il en aurait bien besoin, parce que ça montre que dans sa tête, il y a une confusion totale. Déjà, il y a une confusion dans l'ordre des générations. C'est-à-dire que là, vous, il n'est plus à la place de père, et vous n'êtes plus à la place de fille. C'est-à-dire qu'il a avec vous des gestes qu'un père n'a pas et n'a pas le droit d'avoir, évidemment, à l'égard de sa fille. Oui. Donc ça montre que il y a des limites qu'il n'a pas intégrées. Voilà, c'est tout à fait ça, oui. Bon. Or là, le fait qu'il continue à persister dans le déni, que ça n'est pas été. Alors bon, évidemment, il y a quand même eu cette enquête, le fait qu'il a senti la justice là rôder très très près de lui, hein. Quand même, ça compte tout ça. Il a quand même eu ça compte, peur, hein, ça compte. Il a certainement dû avoir très peur. Bon, mais si vous voulez, il peut se draper d'en dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est bon, c'est pas tomber, hein, le couperet, dire oui, voilà, vous êtes coupable, ce que vous avez fait est grave et votre fille a été victime, même si, bon, c'est dans la réalité ce qui s'est passé. Bon. Donc c'est ça. Il y a quelque chose en lui qui est gravement perturbé, et dans les places de chacun, dans l'ordre des générations. Et finalement, il s'est pas positionné en père vis-à-vis de vous. Vous êtes toujours, ça montre là par rapport, comme vous êtes enceinte là de 2 mois. On voit à quel point il y a quelque part une partie de vous, et on peut le comprendre, Maïssa, qui espère que ce père qui n'a pas su être un père pour vous, vous rêvez, vous fantasmez, vous espérez très fort qu'il puisse être un grand-père et un bon grand-père. C'est-à-dire que vous avez très fort, et c'est très touchant de votre part, vous avez envie de lui laisser une chance, j'ai envie de dire une deuxième chance, hein, de dire voilà, ce que t'as pas pu faire avec moi, être un père, tendre, aimant, bah voilà, moi j'ai... Je veux dire, l'enfant
que moi je porte, lui il n'est pour rien dans cette histoire. Hein. Il a tout à fait le droit de connaître son grand-père. Hein. Je veux dire déjà qu'il va pas connaître. Oui, mais moi je vais vous dire une chose, Maïssa. Il a le droit aussi de grandir et de se développer et de sans être agressé. Voilà. Oui. Et il a le droit d'être protégé. Oui, aussi. Oui. Or, qui peut le protéger, ce sont ses parents. Voilà, oui. Parce qu'un enfant est extrêmement vulnérable, et ce pendant un temps très long. Et qui peut protéger un enfant, en principe? C'est les parents, oui. En principe, ce sont les parents. Quand ces derniers n'ont pas de troubles psychologiques importants, ou voilà. Donc, ce que l'on n'a pas pu faire pour vous, Maïssa, vous pouvez le faire, vous allez pouvoir le faire pour ce bébé à venir. Et ce bébé, il a le droit de grandir, il a le droit à son enfance, et à son enfance dans l'innocence de l'enfance. Alors les enfants, certes, ils ont des émois, il y a un âge où ils sont amoureux, ils ont leur petit amoureux, leur petite amoureuse, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec la sexualité des adultes. Être amoureux pour un enfant, c'est se faire des petits bisous, se donner la main, voilà. Hein? Voilà. Donc, quand vous me dites, Maïssa, le droit de voir son grand-père, oui, si ce grand-père se comporte en grand-père vis-à-vis de lui. Bon, je pourrais pas, c'est sûr, je pourrais pas le laisser toute une nuit avec lui, ou je veux dire, devant ma présence, hein. Mais je pourrais pas lui faire confiance de laisser mon enfant tout seul avec lui, hein. Ah, ça non, hein. Je veux dire, le voir, des choses comme ça, mais avec moi. Seul, je pense pas que je pourrais le laisser seul. Ah ben, je vous le déconseille radicalement. Oui. Il serait hors de question, si vous souhaitiez revoir que votre enfant voit son grand-père, de le laisser seul en présence de ce grand-père. Oui. Oui. Et en plus, vous ne savez pas ce que ça pourrait déclencher chez vous, même de vous retrouver face à votre père. On va accueillir Anna qui est avec nous et qui a composé le 3921. Bonsoir Anna. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir Maïssa. Bonsoir. Écoutez, moi je vous écoute là, je suis effarée. Oui. Parce que qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un comme ça? Vous n'avez rien à attendre de ces gens-là. La meilleure chose qui puisse vous arriver, à mon sens, c'est que vous tourniez les talons et que vous partiez très loin de tous ces gens. Votre enfant, il n'a pas besoin de rencontrer des gens comme ça. Oui, je comprends bien, mais je veux dire, moi, ça fait 5 ans que j'ai pas cherché à avoir des nouvelles de lui. Et je veux dire, vis-à-vis, moi, j'ai construit ma vie seule, mais je veux dire... d'un côté, mon enfant a quand même le droit de connaître sa famille. Je veux dire, si ça tenait qu'à moi, moi j'aurais continué mon chemin. Et je veux dire, moi ma vie a été construite sans eux, quoi, hein, sans lui et sans ma famille qui est autour, quoi. Hein. Oui, parce que Maïssa, vous avez un désir archaïque de famille, de ce lien familial. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inconscient pour vous. Oui, pour moi c'est très sacré, oui. Ben oui, mais alors là, je suis peut-être incompétente pour vous dire que le sacré à ce niveau-là, ça va vous faire plus de mal que de bien. Parce que vous le dites, ma famille, c'est mon fiancé, c'est le bébé qui arrive, je vous assure que vous devez penser plus à cette famille, à essayer, bon, vous n'effacerez pas le passé. Ah non, ça c'est sûr, oui. Non, et pire encore, ce passé est inscrit en vous. Mais si vous êtes forte, très forte, vous tournez les talons, et ça ne veut pas dire que vous oubliez, ça veut dire que vous échappez à
entre guillemets, à cette famille. C'est des gens qui ne vous apporteront rien du tout. Oui, c'est sûr. Rien du tout, que de la souffrance. Oui, c'est ce que je porte depuis 5 ans, quoi. Hein. C'est ça. Mais voilà, donc tournez la page. Vous avez la chance d'avoir cet enfant en vous. Vous allez lui donner la vie, et avec la vie, tous les espoirs que vous portez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra jamais parler à votre enfant de cette famille, mais vous en parlerez avec le détachement auquel il aura droit, c'est-à-dire en lui racontant cette histoire, en lui disant voilà, moi j'ai choisi de t'éloigner de ces gens-là parce que j'ai pensé qu'ils te feraient que du mal. Maintenant, ils existent. Si toi tu as envie de les connaître, je ferai la démarche de te présenter, etc. Alors en disant ça, il y aura beaucoup de temps qui sera passé. D'accord. Et ce temps-là, c'est votre meilleur remède. Oui, vous avez peut-être raison, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est comme ça que je le ressens. Votre remède, c'est de vous éloigner de ces gens-là. Moi, je me suis éloignée, hein, je veux dire, et ça m'a fait le plus grand bien de puis avoir de nouvelles. Bon, malgré qu'il y a quand même... Maïssa, il faut vous éloigner psychologiquement. Oui, psychologiquement, oui. Vous pouvez aller à l'autre bout de la planète. Si vous continuez à y penser en vous torturant comme vous le faites, en étant passéiste, en vous disant c'est ma famille, nanani, nanana, enfin, c'est archaïque. Oui, mais justement, c'est archaïque, Anna. Je reprends votre expression et elle est tout à fait fondée. Mais oui, bien sûr que c'est archaïque, mais parce que l'état de grossesse ravive. Absolument. Des choses très archaïques. Et je pense que ça serait important, Maïssa, que vous parliez, que vous soyez un peu entourée sur le plan psychologique en ce moment, avant de prendre votre décision, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas si c'est le cas. Oui, de prendre conseil. Oui. Est-ce que vous avez un lieu Est-ce que vous voyez un thérapeute? Non. Bon, moi, je vous conseillerais vivement de voir actuellement un psychothérapeute. Parce que cette grossesse on le voit déjà, et c'est normal. L'état de grossesse nous ramène à l'enfant qu'on a été, au petit bébé qu'on a été, à l'enfant qu'on a été. Et c'est pas à n'importe quel moment que vous souhaitez renouer avec votre père. Alors bien sûr, vous dites c'est pour ce bébé, mais quand vous parlez de ce bébé, il y a aussi un peu de vous dans ce bébé. Et c'est vrai que Anna a soulevé un point important, c'est-à-dire que vous parlez au fond de cette famille idéale, de cette famille rêvée, de celle qui vous a tant manqué. Et vous avez dit, c'était un cri du cœur de dire oui, c'est sacré pour moi. Donc vous aimeriez pouvoir offrir à votre bébé le meilleur, c'est-à-dire une famille. Et Anna, très justement, essayait de vous recadrer sur la famille que vous construisez avec votre fiancé et que vous allez offrir à votre bébé. Mais vous êtes aussi une très jeune femme, Maïssa, avec un parcours déjà bien lourd, bien compliqué, et pourtant on vous sent bien structurée. Bon, donc il y a beaucoup d'atouts chez vous. Vous avez 21 ans. Bon, donc je pense que vous avez aussi en vous, et on a tous comme ça un idéal de famille, et voilà, il y a quelque chose chez vous qui a envie de renouer, pas avec le père réel, mais avec ce père imaginaire, ce père et ce grand-père qui sera un grand-père tendre, aimant. Et je crains que vous soyez déçus. Donc, je crois qu'il faut vraiment que vous en parliez. Et comme vous le faisiez remarquer très judicieusement, Anna, c'est-à-dire que il y a plusieurs façons aussi de faire rencontrer un grand-père ou une famille. C'est aussi d'en parler à l'enfant. C'est-à-dire, il s'agit pas de tout d'un coup dire ça n'existe pas, ou, vous voyez, vous pourrez parler à votre bébé, à votre enfant, de votre famille. Mais je crois que ça serait important déjà que vous en parliez
à quelqu'un de tout cela. Et pour conclure, je vais vous lire aussi des réactions d'auditeurs qui nous écoutent. Qui arrive, il y a Bénédicte qui dit attention à vous, votre père peut aussi reproduire les mauvais traitements qu'il a eu vis-à-vis de vous, donc protégez-vous et protégez votre enfant, courage à vous. Il y a Lynn qui dit que Maïssa ne perturbe pas le bonheur qu'elle vit dans l'attente de son bébé avec son fiancé, il faut protéger le petit enfant dans un foyer uni. Lynn qui vous souhaite bonne chance et beaucoup de bonheur. Prune qui dit il est préférable pour vous de ne pas revoir votre père. Et donc il y a Violaine qui dit vous savez il peut aussi y avoir des grands-parents de substitution, vous pouvez toujours trouver d'autres grands-parents, des personnes qui peuvent vous tenir lieu de grands-parents. Il y a également quelqu'un qui dit les naissances sont souvent l'occasion d'accoucher de mots enfouis, de mots MAUX. Mais de votre côté, les attouchements contre-indiquent la relation directe du grand-père avec l'enfant. Et petite Prune qui dit renoncer à cette idée qui est quand même destructrice. Voilà, et puis voilà un petit peu les réactions qui arrivent pour vous, qui sont assez difficiles, et enfin assez difficiles, qui sont assez qui vous disent de faire attention, vous voyez, attention à vous. Et puis il y a Gabriel qui vous suggère une lecture. C'est vrai que c'est un très bon livre qui s'appelle Parents toxiques de Suzanne Forward. Ça s'écrit Forward. D'accord. Oui. Suzanne Susan Forward Forward. Parents toxiques, c'est aux éditions Marabout. D'accord, merci, c'est gentil. Voilà. Et puis, on vous souhaite une belle grossesse, Maïssa. Et puis, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire comment vous allez. Oui, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Mais allez parler, je crois. C'est important. Oui, je pense que je vais prendre rendez-vous. Je pense que ça serait mieux, quoi. Oui, demandez peut-être à votre gynécologue ou à votre médecin traitant les coordonnées d'un thérapeute pour parler un petit peu. Je pense que ça serait bien. S'il y a des personnes qui ont vécu à peu près le même cas, ou s'ils peuvent m'éclairer ou me donner des conseils, vous pouvez donner mes coordonnées, quoi. Ils pourront me joindre. D'accord, Maïssa. Merci beaucoup, Anna, de votre intervention. Je remercie aussi, Anna. Merci, au revoir. Bon courage. Merci. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Vanessa Carlton, Thousand Miles. Gabi nous écrit par mail en disant j'entends votre histoire, Maïssa, et elle me rappelle tellement la mienne. J'ai 25 ans, j'ai coupé les ponts avec mon père il y a 2 ans pour des raisons similaires. J'ai longtemps été dans votre position, déchirée entre celle qui espère que son père la reconnaîtra un jour et celle qui ne peut pas pardonner. Couper les ponts a été la meilleure et la plus dure des décisions que j'ai prises. J'ai fait mon deuil. Ça a été difficile, mais c'est fait. Pour ce qui est de votre enfant, le droit de voir son grand-père ne vaut rien face à sa sécurité et à la vôtre. Votre père ne s'est pas comporté comme un père. Comment le ferait-il en tant que grand-père? Qui dit qu'il n'essaiera pas de vous faire du mal par l'intermédiaire de votre enfant? Votre enfant ne vous en voudra jamais d'avoir choisi de le protéger. Je vous souhaite beaucoup de courage et de force. Et puis, il y a également une autre auditeur ou auditrice, je sais pas, c'est pas signé, c'est un mail qui dit à propos de Maïssa qui se demande s'il serait bon que son futur, c'est marrant parce que d'ailleurs c'est pas futur enfant que vous mettez, c'est futur fils. Or c'est marrant vos projections parce que Maïssa est enceinte de 2 mois, donc on ne sait pas encore si c'est un petit garçon ou une petite fille. Connaît son grand-père, elle nous dit voilà, en plus du risque physique potentiel effrayant que représente cet homme pour l'enfant, il me semble aussi que faire construire à cet enfant une relation avec son grand-père peut être très nocif psychologiquement. Si l'enfant fréquente cet homme, il va sans doute développer un attachement pour lui, comme la plupart des enfants pour leurs grands-parents. Et
quels seront ensuite ses sentiments lorsqu'il apprendra plus âgé l'histoire de sa mère. Bon courage à Maïssa, elle a beaucoup avancé, il faut continuer à aller de l'avant sans regarder les mauvaises choses du passé. Zoé, on a bien eu votre SMS, on va communiquer vos coordonnées à Maïssa. On accueille maintenant Faïza, bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Faïza. Alors en fait, moi je vous appelle parce que je suis enceinte de 4 mois. Oui. Alors j'ai déjà un petit garçon qui a 16 mois. Oui. Et donc c'est ma deuxième grossesse. Et la première grossesse s'est très mal passée dans la mesure où, les 3 premiers mois j'étais malade et on me disait que ça allait passer. Oui. Et c'est jamais passé jusqu'à mon accouchement en fait. Donc, vous avez été malade. Voilà, quand je dis malade justement je m'explique, c'est les nausées, la fatigue, on se sent pas bien, je me sentais vraiment mal et voilà, j'ai eu des nausées du premier au dernier jour de ma grossesse. Ah, pauvre, oui. Ouais. Donc en fait là, j'attends un deuxième garçon. Oui. Donc comme je vous ai dit, je suis enceinte de 4 mois et là c'est pareil. Alors les 3 premiers mois, j'avais l'espoir qu'après le 3e mois, oui. Les nausées allaient passer et la grosse fatigue aussi et du coup ça continue. Oui. Donc pour la première grossesse, c'était problématique, mais en même temps, j'étais à la maison, je travaillais pas à cette époque, donc j'avais qu'à me reposer. Oui. J'avais tout le temps pour ça. Et là, le souci, en fait, c'est que je travaille depuis 1 an maintenant. Je suis assistante commerciale. Oui. Donc c'est pas un travail qui est fatigant en soi, enfin pas physiquement en tout cas. Et depuis que j'ai fait mon test de grossesse et que avec la prise de sang que j'ai confirmé que j'étais bien enceinte, les symptômes sont revenus et ne me quittent plus. Donc là, je termine le 4e mois de ma grossesse, donc je vais bientôt rentrer en 5e, et j'ai toujours les mêmes nausées, tous les symptômes. Enfin, voilà, je pense que. Ah oui. Et tout en continuant à travailler, et en plus vous avez votre petit garçon là, donc voilà, 16 mois, c'est un âge compliqué, hein. Oui, il demande beaucoup de. Mais disons, il demande beaucoup, c'est vrai qu'il demande beaucoup d'attention, mais je suis bien entourée. Bon. Donc. Et comment vous faites dans votre travail alors justement, donc j'ai appris que j'étais enceinte au mois de juillet. Donc au mois de juillet, j'ai fait dans le mois 3 arrêts maladie parce que je voulais pas qu'on m'arrête tout le mois en me disant ça va passer. Oui. Parce que justement, ce que les gens me disent, c'est que je suis pas assez courageuse. Qui dit ça ? Mon mari m'a déjà dit, mais il m'aide beaucoup, hein, je lui jette pas la pierre. Il me dit que c'est psychologique, il faut que j'arrive à surpasser et que faut que je sois un petit peu plus courageuse. En fait, ce qu'on me dit, c'est t'es pas la première à être enceinte et à travailler, donc oui, mais enfin, si vous avez des nausées, c'est pas une question de courage, là, c'est difficile, voilà. On est mal, hein, dans ces cas-là. Exactement, mais ce qu'il y a, c'est que justement, quand on passe les 3 premiers mois, les gens ne comprennent pas qu'on soit malade. Mon médecin traitant me dit qu'il a rien à faire pour moi, qu'il peut rien me donner, parce que je prends des médicaments contre les nausées, je prends des vitamines, du fer, etc., mais ça ne me fait rien. Et si vous voulez, c'est pas courant ce genre de cas. Donc moi, j'ai l'impression de passer un peu pour une mythomane. Et votre mari voit quand même bien que vous avez des nausées. Enfin, il voit bien que je suis malade. Il voit bien que je suis fatiguée, que je suis malade. Mais disons que c'est beaucoup plus problématique par rapport à mon employeur, par rapport au travail. Vous avez eu des réflexions ? J'ai pas eu de réflexion, mais je me sens... J'ai pas vraiment eu de réflexion. En fait, ce qu'on me dit, on m'a dit ça doit être psychologique. Dans votre travail ? Oui, on m'a dit c'est psychologique, parce que normalement, après, mon travail, mon médecin traitant, mon entourage, on me dit c'est psychologique, parce qu'après les 3 premiers mois, tu devrais plus avoir tous ces symptômes. Donc, ce qu'il y a, c'est que moi, je veux bien croire les gens qui me disent ça, mais je les ai encore, je suis encore malade. Et c'est plutôt par rapport à mon travail que je me sens gênée. Oui, mais enfin, qui vous dit ça ils ne sont pas qualifiés pour vous dire c'est psychologique. Vous voyez, quand on n'a pas de raison, quand on comprend pas souvent ce qui se passe, on a cette réflexion, dire c'est psychologique. Mais enfin, c'est un peu rapide.
j'ai fait l'effort de demander à mon médecin traitant les coordonnées des thérapeutes pour essayer d'en discuter. Oui. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais pas coupé le cordon avec ma propre mère et que ça venait de là. Mais qui vous a dit ça? Le thérapeute. Donc, j'ai eu une séance. J'ai un autre rendez-vous d'ici un mois. En une séance, il vous a dit ça? Voilà. En gros, ça doit venir de là, mais on va en discuter, on va travailler. Mais comment vous vous êtes senti, vous, lors de ce premier entretien? Ça va, j'ai pas de mal à discuter, j'ai pas de mal à en parler. Oui, vous n'êtes pas réticente à ce qu'on vous dit, ça pourrait vous énerver qu'on dise ça. Bien au contraire, moi tout ce que je demande c'est avoir des réponses, parce que c'est pas facile, enfin ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas facile pour moi d'être pendant 9 mois, c'est presque une année, malade. Oui. Donc, c'est ce qui je comprends pas en fait pourquoi moi je suis malade comme ça. Et l'ironie du sort, c'est qu'on était 4 à être tombés enceintes au travail. Les 3 autres très épanouis. Bon, il y a eu une collègue qui a eu des problèmes de contraction un petit peu prématurés, donc tout le monde a bien vu et compris qu'elle était malade. Mais moi, si vous voulez, c'est mes nausées et ma fatigue. Donc, je peux pas. Je veux dire, j'ai pas apporter de preuves, quoi. C'est pas drôle. Mais il s'agit pas, Faiza, d'ailleurs, d'apporter de preuves. Écoutez, vous le ressentez. Voyez, vous n'êtes pas bien. Voilà, c'est suffisant. L'important, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous vivez, et puis d'essayer d'être un petit peu soulagé par rapport à ça. Après tout, ce que pensent les autres, tant pis. Le regard des autres compte beaucoup là. C'est ce que si vous avez par peur rapport à mon travail. J'ai pas peur d'être renvoyée. Mais vous savez, on sait qu'il y a des femmes qui. Oh non, pourquoi on vous renvoie? Non, mais je veux dire, mais j'ai pas vraiment peur, parce que je me dis, voilà, mais ce qui me dérange, c'est d'être en arrêt maladie constamment. Je comprends. Et c'est toujours embêtant. Voilà, et de pas avoir de solution, de pas pouvoir me sentir mieux. Il y a rien qui vous apaise par rapport aux nausées. Il y a pas un traitement qui peut vous soulager un petit peu? Rien. J'ai essayé différents comprimés. J'ai essayé les gouttes. J'ai essayé tout et n'importe quoi. Il y a rien qui le soulage. Ouais. Et après, quand le bébé est là, mais ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très très bien. Il y a des femmes qui sont mal pendant le temps de la grossesse, cet état est très compliqué. Et puis, tout se passe bien quand le bébé est là. Et puis à l'inverse, il y a des femmes qui, comme vous le dites, sont très 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 épanouies pendant la grossesse, qui adorent cet état de grossesse. Et puis en revanche, quand le bébé est là, c'est franchement compliqué. Et c'est le vide, c'est la dépression, c'est finalement. Donc l'un dans l'autre. Il vaut mieux que ça se passe bien quand le bébé est là, Faiza, au fond. C'est bon. Sûr. Mais alors maintenant, attention à tout ce qu'on vous dit. Voyez, surtout des gens qui n'ont pas la compétence pour. Quand on ne sait pas se dire c'est dans la tête. Bon, il se trouve que vos nausées, vous les avez. Ça peut être aussi votre corps réagit différemment, un bouleversement hormonal. Bon, on voit que vous êtes pleine de bonne volonté, que vous vous dites après tout, si c'est psychologique, moi je suis prête à aller en parler. On voit vraiment, vous n'êtes pas du tout réticente, là où d'autres diraient mais qu'est-ce qu'on me raconte? Vous demandez qu'à aller mieux. Voilà. Donc vous êtes très très coopérante. Écoutez, après tout, peut-être que d'aller parler un petit peu de ces symptômes peut aussi être l'occasion pour vous d'explorer un peu votre histoire. Voilà, bon, ça n'a pas un effet magique, mais ça peut être l'occasion pour vous d'avoir un peu moins de pression. Déjà, ce que j'entends par rapport à cette angoisse que vous avez de cette peur au fond de ne pas être cru, de passer pour quelqu'un qui s'écouterait trop, voyez, qui. Je suis la première à être énervée de pas pouvoir aller travailler. Mais je vois ça, oui, et puis qui est inquiète par rapport au travail, où on dirait un peu comme si vous étiez un petit ronflant ou des choses comme ça, alors que bon, on sent que vous êtes la première ennuyée de tout ça et que vous aimeriez
pourriez aussi avoir une grossesse comme vos collègues qui se passe plutôt bien. Bon, mais on sait aussi que d'une femme à l'autre, c'est très variable. Vous savez, il y a des femmes qui sont obligées de rester allongées parfois dès le début parce qu'elles ont des contractions. La grossesse, c'est pas toujours le côté épanoui comme on nous le présente dans les magazines, Faiza. Ouais. Ça arrive aussi. Là, voilà. La première comme ça, la deuxième aussi. Je vais être un petit peu plus réticente pour la troisième, je crois. Vous allez réfléchir avant. Et peut-être que la troisième, si vous en avez une troisième, ça sera comme sur des roulettes. Alors vous savez, il n'y a pas une grossesse qui ressemble à une autre parfois. On la tentera quand même. Donc bon, alors écoutez, rappelez-moi pour me dire un peu si ça va mieux dans quelque temps. Je l'espère pour vous en tout cas. Prenez soin de vous quand même. Merci. Néanmoins. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir Faiza. Au revoir. To the bonne. Et puis un petit message de Josette pour Faiza qui dit j'ai 2 enfants aussi, j'ai passé mes 2 grossesses à vomir, c'est vraiment franchement peu agréable et épuisant. Emma, elle nous écrit, elle dit je suis pas une pro de la grossesse, Cependant j'avais la notion que lorsque les nausées persistaient au-delà du 3e mois, c'était souvent une question d'angoisse inexprimée autrement. Il est important d'aller en parler, peut-être faire de la relaxation et puis continuer les anti-nauséeux évidemment. Et puis il faut surtout oublier que chaque femme est différente et vit sa grossesse différemment. Quant aux mauvaises langues, Faiza, les laisser parler, ne rien leur dire ou donner une autre raison afin de ne pas être ennuyé. Bon courage à vous. Je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1, place à l'information avec Vincent Daniel. Bonsoir Vincent.